Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire donc sur le Protected Flow Manufacturing ou comment ordonnancer efficacement et simplement. Alors ce webinaire vous est présenté par le cabinet Business Flow Consulting. Donc je m'appelle Emmanuel Turgis et donc je suis consultant en supply chain. Alors si vous le voulez bien, je vais dérouler ce webinaire et puis à la fin on déroulera les questions tous ensemble. Donc voilà. Alors, premier point, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en supply chain, finalement, la performance de l'entreprise est directement en lien avec le service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que finalement, atteindre le taux de service qui est acceptable par mon marché, je suis obligé d'investir de l'argent, d'investir de la trésorerie. Donc en fait, le seuil de rentabilité, donc une supply chain performante, voilà, c'est j'ai le bon niveau de trésorerie pour le taux de service existant, du moins le bon taux de service. Si j'arrive à réduire ma trésorerie investie, à ce moment-là, je vais atteindre ce qu'on appelle une supply chain optimisée, c'est-à-dire qu'avec moins de trésorerie investie, j'ai un meilleur taux de service. Par contre, si j'ai beaucoup de trésorerie investie et un faible taux de service, à ce moment-là, j'ai une supply chain défaillante. Alors, quelles sont les caractéristiques en fait d'une supply chain défaillante, les symptômes? En fait, les symptômes d'une supply chain défaillante, c'est principalement des stocks à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai vraiment du stock partout. J'ai une augmentation des encours, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'ordres de fabrication en atelier, j'ai beaucoup de pièces qui sont dans les ateliers, dans les allées. J'ai une augmentation générale des stocks, mais aussi des ruptures, c'est-à-dire que je n'ai jamais les bons stocks. Et puis j'ai des effets d'avance-retard aux fournisseurs, au niveau des fournisseurs, c'est-à-dire que je leur dis, ah ouais, vos pièces, finalement, j'en aurais pas besoin maintenant, j'en aurais besoin plus tard. Et puis 2 jours après, vous les appelez en disant, non, les pièces, en fait, il me les faudrait pour demain. Et puis donc, j'ai une dégradation en fait générale de mon taux de service. Alors souvent, ce qu'on dit, c'est la faute au MRP. Mais en fait, oui. Le MRP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un automate qui va calculer les besoins sur tous les niveaux de la nomenclature. Et un automate, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il ait des boucles de rétroaction. Et bien souvent, on oublie ces boucles de rétroaction qui vont venir contraindre en fait le MRP. Donc faut pas oublier de mettre en place ces boucles de rétroaction parce que c'est cette contrainte-là qui va permettre justement d'éviter d'avoir du stock à tous les niveaux, d'avoir des effets d'avance-retard, d'avoir de la variabilité et ainsi de suite. Et puis derrière aussi, j'ai bien souvent un mauvais paramétrage du MRP. Alors en fait, ces boucles de rétroaction, c'est quoi? C'est la mise en place des différentes boucles de planification que nous avons dans une supply chain. Alors là, j'ai repris les processus standards de planification, practice. Alors le premier processus, c'est le SNOP. Alors c'est le plan industriel et commercial, avec sa première boucle de rétroaction qui est le resource planning, c'est-à-dire que je vais aller regarder si mes usines sont correctement dimensionnées à 5-10 ans, si mes fournisseurs sont aussi correctement dimensionnés, et ainsi de suite. Et puis j'ai ma deuxième boucle qui est le master scheduling, donc c'est le PDP. Donc le PDP, je vais avoir une autre boucle de rétroaction qui est la vérification de mon adéquation sur mon poste goulot, c'est le RCCP. Et puis je peux regarder aussi chez certains fournisseurs si c'est cohérent ou non. Puis derrière, une fois que j'ai mon PDP validé, je vais faire mon calcul du MRP sur tous mes niveaux, et puis je vais aller regarder si mes postes de travail sont correctement ajustés. Une fois que tout ce travail est fait, en principe, derrière, j'envoie tout ça en atelier, donc c'est le Production Activity Control, c'est vraiment la boucle d'exécution opérationnelle. Alors, la boucle de rétroaction associée, c'est l'input-output control, c'est-à-dire que je vérifie que je n'envoie pas plus d'OF en atelier que ce que j'en sors, pour éviter d'augmenter mon encours. Et puis j'ai l'order sequencing, c'est vraiment se poser la question sur mes postes de travail, quelle est l'opération, du moins dans quel ordre il va falloir que je passe mes opérations. Donc ça, c'est réellement de l'ordonnancement. Dans le cadre de ce webinaire, on va parler vraiment de la boucle ordonnancement. Alors, un ordonnancement, du moins un mauvais ordonnancement, c'est quoi? En fait, c'est des encours qui explosent.
c'est-à-dire que j'ai de plus en plus d'ordres de fabrication. J'ai des difficultés à prioriser mes ordres de fabrication, c'est-à-dire que je regarde sur un poste de travail, je ne sais pas ce qui est réellement prioritaire de ce qui ne l'est pas. Et puis, j'ai des temps de traversée qui augmentent. C'est-à-dire que finalement, vu que j'ai de plus en plus d'encours, j'ai de plus en plus de files d'attente sur mes postes de travail, donc finalement, mes pièces attendent de plus en plus. Donc, mes temps de traversée augmentent. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, plus grand-chose ne sort. Donc c'est le mode panique en atelier, c'est-à-dire que je vais faire passer des ambulances et puis je vais me désorganiser plutôt que de sortir les pièces à l'heure. Mais par contre, un bon ordonnancement, qu'est-ce que c'est? En fait, les deux qualités d'un bon ordonnancement sont l'anticipation des perturbations et la résistance aux perturbations. L'anticipation des perturbations, c'est-à-dire comment je vais les prendre en compte en amont potentielles perturbations. Donc ça va être vraiment un caractère qu'on appelait proactif. Et puis la deuxième qualité, c'est la résistance aux perturbations, c'est-à-dire que comment est-ce que je vais réagir au plus vite aux perturbations. Donc c'est vraiment de la réactivité. Donc ces deux qualités-là vont me permettre d'avoir un bon ordonnancement. Et un bon ordonnancement, c'est quoi? En fait, c'est un ordonnancement qui est robuste, c'est-à-dire un ordonnancement qui va assurer un taux de service général et qui ne va pas dégrader certains taux de service pour améliorer d'autres. C'est vraiment, on remonte globalement le taux de service de la production. Alors, quand on parle ordo, on parle ordre de fabrication, on parle gamme, on parle poste de travail principalement. Donc effectivement, le RP, le MRP, quand il tourne, va aller faire un pré-ordonnancement. Ce pré-ordonnancement, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est je vais prendre tous mes temps de ma gamme, je vais les empiler, et puis je vais dire j'ai un délai ordonnancé qui est égal à mon délai planifié. Donc j'additionne tous mes temps, mon activité de service, mon premier temps d'attente, mon temps de traitement, mon temps de transport, puis mon temps d'attente, puis mon temps de traitement, et ainsi de suite. Voilà. L'ensemble des temps, en fait, du moins l'activité de service, le temps de traitement, le temps de transport, c'est assez simple à dimensionner. Par contre, la grande question, c'est comment est-ce que je dimensionne mes temps d'attente? Alors bien souvent, effectivement, je vais dimensionner mon temps d'attente en me disant, en moyenne, mes pièces attendent 2 jours sur mon poste de travail, donc je vais mettre 2 jours. Et puis, qu'est-ce que je constate? Finalement, je constate que mes temps de valeur ajoutée, ils sont très très faibles versus mes temps d'attente et puis mes temps logistiques, donc versus mes temps de non-valeur ajoutée. Alors on voit que en général, les sociétés tournent entre 10 et 15%. Sauf que, on oublie, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vu que le délai ordonnancé est égal au délai planifié, en fait, on est directement dépendant de la gamme. C'est-à-dire, dès que j'ai une variation sur mes postes de travail, sur ma gamme, sur mes heures d'ouverture de mon poste de travail, sur le nombre de ressources sur mon poste de travail, et en fait, je vais avoir mes délais ordonnancés et mes délais planifiés, puisqu'ils sont liés, en fait, qui vont faire le yo-yo. Et cet effet du yo-yo, derrière, ça, avec le jeu du MRP, ça peut me faire des effets d'avance-retard monstrueux chez mes fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui met de la sensibilité dans ma supply chain. Et puis en fait, aussi, j'ai mes temps d'attente. Donc mes temps d'attente, là si on regarde celui de l'opération 20, j'ai une date de début au plus tôt, qui est au début de mon temps d'attente, et j'ai une date de début au plus tard de l'opération. Bien souvent, l'opérateur en fait a pour consigne de passer au plus proche de la date de début au plus tard. Donc qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Ça va avoir pour effet de faire attendre mécaniquement les pièces, alors que potentiellement on peut les passer plus tôt et que potentiellement elles sont plus prioritaires. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai un délai ordonnancé qui prend mes temps d'attente moyens. Alors, le problème du temps d'attente moyen, c'est que par définition, j'ai autant de chances de ne pas respecter ce temps que de le respecter. C'est-à-dire que j'ai autant de chances de dépasser
lead time, ce délai planifié. Donc ça veut dire que intrinsèquement, si je me base sur des temps d'attente moyens sur tous mes postes, dans ma gamme, à ce moment-là, j'aurai un taux de service de 50%. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc, faut faire extrêmement attention au temps d'attente. Alors, je voudrais vous sensibiliser sur un cercle vicieux du temps d'attente. Qu'est-ce que c'est le cercle vicieux du temps d'attente? Comme on a vu précédemment, j'avais mon poste de travail, j'ai dit j'ai deux jours d'attente en général, donc je vais planifier 2 jours. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces 2 jours de temps d'attente s'entendent toujours à niveau d'encours constant. C'est-à-dire niveau d'encours constant, c'est-à-dire que pour un certain volume d'ordre de fabrication en atelier, effectivement, sur ce poste de travail, j'aurai 2 jours. Mais le risque, c'est que j'ai une augmentation de manière temporaire d'activité, et à ce moment-là, j'ai une augmentation de l'encours. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais avoir plus de pièces qui attendent à mes postes de travail, donc derrière, je vais augmenter mes paramètres d'attente. Et quel est le risque d'augmenter mes paramètres d'attente? Finalement, je vais augmenter mes temps de traversée. Donc fatalement, j'augmente mon temps de traversée, j'augmente mon encours. Donc ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les temps d'attente devraient évoluer dynamiquement selon le niveau d'encours. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ce qu'il faut faire, c'est, si on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut pouvoir anticiper les perturbations et résister aux perturbations. C'est-à-dire que anticiper les perturbations, en fait, on va l'avoir en découplant la planification et l'ordonnancement. Comme on l'a vu précédemment, quand on regarde les processus best practice, la boucle PDP-MRP, elle est complètement découplée de la boucle Production Activity Control. C'est-à-dire qu'il y a un découplage formel entre les deux. Et c'est ce découplage qui va permettre d'anticiper les perturbations. Et derrière, il y a la résistance aux perturbations. La résistance aux perturbations, on va l'avoir en ajustant les priorités sur les ordres de fabrication selon leur criticité. Alors, si on parle découplage, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le découplage, ça veut dire que je vais avoir tendance à, justement, je vais réduire l'ensemble de mes temps d'attente et je vais découpler, en fait, mon délai ordonnancé, comme on peut le voir au-dessus, de mon délai planifié. C'est-à-dire que mon délai planifié, ça va être un contrat exprimé par la supply chain à la production. Le délai ordonnancé, ça va être la réponse à ce contrat-là. Ce qui va me permettre d'assurer mon taux de service, c'est comme vous pouvez le voir à la fin, c'est mon tampon, mon buffer. Donc ce tampon ou ce buffer doit être dimensionné de manière à assurer un certain taux de service de la production envers la planification. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on mutualise tous les temps d'attente au sein d'un même buffer à la fin, on va avoir tendance à mieux se protéger pour un temps similaire. C'est le principe de la mutualisation des risques. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, on a notre délai ordonnancé avec une date de fin ordonnancée. Donc, si je leur dis, c'est le meilleur délai de la production. On va avoir un intervalle qui correspond au buffer, qui va être l'intervalle sur lequel on peut mettre en stock. Voilà, c'est là-dessus que va s'ajuster notre encours finalement. Et puis derrière, on a la date de fin planifiée qui est l'objectif de notre PDP, de notre programme directeur de production, de notre MPS, c'est celui-là. Donc à partir du moment où j'ai consommé tout mon buffer et que j'ai dépassé ma date de fin planifiée, ça veut dire que je ne respecte plus mon PDP. Donc j'ai mon délai ordonnancé qui est le meilleur délai de la production, j'ai ma date de fin planifiée qui est le contrat entre le PDP et l'exécution. Donc les boucles MPS, MRP et le Production Activity Control comme on l'a vu précédemment. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une approche selon la loi Little. Alors la loi Little, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une loi qui permet directement de lier le temps de traversée, l'encours et le débit. En fait, on considère que c'est un tuyau, que la longueur du tuyau, c'est le temps de traversée, que son diamètre, ça va être son débit. Donc finalement,
plus mon temps de traversée va augmenter, plus mon encours va augmenter, ou plus mon débit augmente, plus mon encours augmente. Donc il faut faire varier tous ces paramètres. Donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça représente? On dit, la poste, moins il y a de personnes, moins j'attends. Effectivement, c'est vrai. Dans une usine, c'est moins il y a de pièces qui attendent un poste de travail, moins les pièces attendent entre les opérations. Donc vraiment, c'est comment est-ce que je peux ajuster dynamiquement mon temps de traversée. Et ça, c'est mon temps d'attente et donc mon temps de traversée. Donc ça, c'est vraiment le caractère découplage. On va agir, on va anticiper les perturbations. C'est le caractère proactif. Donc maintenant, on va parler de la réactivité. Donc c'est notre priorisation des ordres de fabrication. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment moi je peux prioriser mes ordres de fabrication? Eh ben, on se souvient toujours de notre découplage. Et en fait là, ce qui est important, c'est de regarder sur mes ordres de fabrication. Donc là, je suis sur mon poste de travail usinage. J'ai un certain nombre d'opérations sur des ordres de fabrication qui sont en attente sur ce poste de travail. Et ma grande question, c'est qu'est-ce que je dois usiner? Alors, ce que nous proposons par l'intermédiaire du Protected Flow Manufacturing, c'est de regarder en fait le niveau de consommation du buffer, du tampon. Donc c'est-à-dire que par exemple le 10903, j'ai plus que 20% de buffer. Et donc à ce moment-là, on regarde le niveau de consommation du tampon, et donc à ce moment-là, on va justement prendre sur mon autre poste de travail celui qui a le moins de buffer. Parce que c'est celui qui est le plus prioritaire, parce que c'est celui qui respecte, qui a un risque sur son taux de service, donc c'est un risque de non-respect de notre PDP. Donc c'est vraiment le 10903 qui est prioritaire. Puis, derrière, donc là, on a effectué notre usinage sur notre tige usinée 10903. Derrière, on se pose la question de qu'est-ce que je dois à nouveau passer sur mon poste de travail. Qu'est-ce que je fais? En fait, il faut d'abord que je mette à jour mon tampon, parce que si ça se trouve, j'ai passé du temps. Mes niveaux de tampon, de buffer peuvent être différents, donc mes pourcentages peuvent varier de manière différente. Donc effectivement, là, j'ai mon bradé, il passe à 20%. Donc là, ce bradé, maintenant, c'est le plus prioritaire. Donc c'est celui-là que je dois naturellement passer ensuite sur mon poste de travail d'usinage. Alors, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit cas d'étude en fait de ce qu'on a fait chez un de nos clients, qui est un fabricant de pièces électromécaniques aéronautiques. Donc c'est un fournisseur d'Airbus, de Boeing, de Dassault. Voilà. Alors leur ERP, c'est SAP. Alors le contexte, c'est quoi? C'est qu'il y a une explosion des temps d'attente. C'est-à-dire qu'ils ont mis de plus en plus de temps d'attente dans le système de manière à avoir plus en plus de temps pour produire. Le problème, c'est que ça fait quoi? C'est que ça explose les cycles. Donc, ils ont multiplié par 2 le délai total de réapprovisionnement sur un article. C'est-à-dire que ils avaient un article qui était fabriqué chez eux, où le temps total avant était de 1 an et demi, il y a 4-5 ans, c'était 1 an et demi entre l'approvisionnement puis la fabrication. Et en rajoutant tous les temps, et maintenant ils sont à 3 ans. Donc qu'est-ce qui se passe? Les encours explosent, j'ai une réduction de ma trésorerie, et puis j'ai une augmentation de mon besoin en fonds de roulement. Normal. Et puis derrière, leurs clients ne comprennent pas forcément pourquoi ils ont ce manque de flexibilité, parce que finalement 3 ans de cycle, dès qu'il y a une variation, c'est complexe de se retourner, surtout sur des pièces aéronautiques qui coûtent très cher. Donc leurs clients ne comprennent pas pourquoi ils ont un manque de flexibilité, sachant que finalement, pour des pièces où ça fait 10 ans qu'ils les produisent, ils auraient dû s'améliorer au niveau de leur cycle. Et puis en atelier, en fait, les postes de travail, les étagères qui étaient devant les postes de travail, elles étaient saturées de plein de pièces. Toutes ces pièces, on ne savait pas dans quel ordre les prendre. Voilà. Donc qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'ils avaient pas de vision de la réelle priorité, donc pas de vision, je dirais, client. Et puis derrière, la conséquence de tout ça, c'est un taux de service client qui est très dégradé.
donc dans ce cadre-là, on a mené un projet global de revue de la gestion de la supply chain en attaquant donc la planification, la gestion de prod et l'ordonnancement, l'exécution opérationnelle et les approvisionnements. Donc là, vraiment, là, nous, dans le cadre de ce webinaire, on est focalisé sur l'ordonnancement. Alors, donc on a mis en place le Protected Flow Manufacturing, et donc ça a permis justement d'améliorer l'ordonnancement. Donc on a mis en place ce découplage, a permis d'anticiper les perturbations, et puis on a mis en place un tableau d'ordonnancement qui permet justement de réagir au plus vite aux perturbations. Alors voilà un petit exemple du tableau d'ordonnancement. Donc j'ai blanchi certaines choses, j'ai changé certaines choses. Alors qu'est-ce que je vois dans ce tableau d'ordonnancement? Je vois qu'actuellement je suis sur cette pièce-là. Donc cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle a? Bon, elle a un pourcentage d'achèvement de 75%. Elle était prévue au 12 février 2016. Je suis le 10 mai 2016. Et il me reste il me reste 30% de mon buffer. Qu'est-ce que je vois? Je vois que finalement, l'opérateur a pris l'opération avec la date de fin au plus tard, la plus vieille, donc le 12 février 2016. Ça part d'une bonne intention. Mais ma question là, c'est est-ce que cette opération était réellement, est-ce que cet OF était réellement le plus prioritaire? Alors, quand je regarde au-dessus, bon, effectivement, j'ai mes pièces là au 4, avec une date de fin au plus tard au 4 janvier, avec la date de fin de l'OF au 15 février, et puis là je vois que je suis à moins de 272%. Là effectivement, bon, il y a un problème technique là-dessus, j'ai quand même rentré quelques pièces en stock, bon, voilà, je dois avoir un gros problème dessus. Mais on voit quand même que en dessous, j'ai un certain nombre de choses où j'ai plus de buffer, avec des dates de fin au plus tard qui étaient bien après l'OF qui est en train d'être fabriqué, mais derrière avec une date de fin d'OF dans le passé. Donc ça, c'est réellement des OF qui sont en retard. Effectivement, tous ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont à passer en priorité sur notre poste de travail d'équilibrage. Et puis, qu'est-ce que je vois en bas? Je vois que finalement, aussi, j'ai un certain nombre d'OF où j'ai plus de buffer que nécessaire. Alors vous me direz, mais comment c'est possible? Et c'est possible en lançant en avance. Parce que si je lance en avance, je vais avoir tendance je vais me rajouter du buffer par rapport à ma date de fin planifiée. Et donc finalement, ces 3 opérations-là ne devraient pas être sur mon poste de travail à l'instant T d'une manière directe. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple du genre de tableau d'ordonnancement qu'on peut faire assez simplement et qui permettent vraiment de donner une vraie vision de la priorité en atelier, la priorité des opérations sur un poste de travail. Donc le résultat en fait 4 mois après, c'est que finalement on a réduit de 30% l'encours, de 20% les temps de traversée et on gagne sensiblement en taux de service. Donc ça c'est très positif. C'est très positif. Voilà, alors j'en ai fini avec ce webinaire sur le Protected Flow Manufacturing, sur l'ordonnancement en atelier. Maintenant je vais vous présenter rapidement le cabinet BFC, puis derrière on passera aux questions. Alors BFC, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un cabinet de conseil en supply chain, d'optimisation des processus et d'amélioration de la planification. En fait, on a 4 offres. La première offre, c'est eSquare, Enable and Enhance. En fait, c'est vraiment le projet de transformation de toutes les fonctions liées à la planification et à l'exécution. Donc c'est vraiment comment est-ce que je dois gérer ma supply chain au quotidien. C'est la gestion de la supply chain, c'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Avec une forte intégration avec le RP, notamment SAP. Ensuite, on a notre deuxième offre qui est Perfect Plant. Perfect Plant, c'est comment est-ce que je dois architecturer
ma supply chain dans le futur, par exemple, si je veux m'optimiser, atteindre de nouveaux marchés, développer de nouveaux produits. Voilà, c'est comment est-ce que je dois m'organiser de manière globale. Puis j'ai Lean Performance où là c'est vraiment du Lean en atelier sur comment est-ce que je vais arriver à transformer mes fonctions terrain opérationnel en incluant l'utilisation donc des outils, aussi le RP et les processus. Donc c'est vraiment de l'action Lean. Et puis derrière j'ai la dernière offre qui est l'infosystème management. Donc ça c'est du soutien à MOA au projet. Déploiement de nouvelles ERP, notamment SAP, où en fait on va soutenir. Donc ça c'est vraiment aussi une casquette qui est importante pour BFC, parce que c'est ce qui va nous permettre dans l'ensemble des autres offres de mieux comprendre l'ERP et le fait que l'ERP est un élément incontournable de notre supply chain. Voilà. Alors, finir, voici quelques références. Merci de votre attention et puis maintenant je vous propose qu'on passe aux questions.